vous allez bien. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire cette fois-ci une vidéo d'exercice. Donc j'avais pas prévu de la faire, mais ça m'est venu sur la route tout à l'heure. Je marchais, j'ai dit tiens, ce serait sympa de faire une vidéo sur ce sujet. Donc je vais vous présenter des exercices anti-valgisants. Donc vous savez, quand le genou rentre vers l'intérieur, c'est un valgus. Donc je vous ai fait une vidéo dernièrement sur le genou. Je vous disais que quand il y a un souci de genou et qu'il rentre vers l'intérieur, donc c'est un valgus, alors que vers l'extérieur c'est un varus, et que du coup, généralement, c'est un valgus que tu vas avoir quand il y a un souci au niveau du LCA, du ligament croisé. Et le fait que le genou rentre vers l'intérieur comme ça s'appelle un valgus dynamique. C'est ce que je vous disais. Et le souci, c'est qu'on va avoir une conséquence au niveau du pied, on va avoir un affaissement du pied, et on va avoir une fausse jambe courte, parce que ça va déséquilibrer la hanche. Il faut bien comprendre que quand un muscle merde, c'est le couple de force qui merde. C'est ça qu'on peut reprocher au kiné ou au médecin d'une manière générale, c'est d'être trop local et de ne pas penser en termes de synergie. Tu bosses le couple de force ou tu bosses rien. Tu bosses la chaîne musculaire ou tu bosses rien. Et les chaînes, tu les bosses tout ensemble. Donc on bosse toujours les ceintures. Normalement, on devrait toujours bosser les ceintures de manière simultanée. Donc, quand je parle de ceinture, c'est la ceinture occipitale, la tête, la ceinture scapulaire, les épaules, la ceinture pelvienne, le bassin. Parce que vous êtes sur des ceintures qui doivent rester parallèles. Et le but, c'est pas d'être symétrique. Le but, c'est d'être le plus physiologique possible. Donc, faut-il faire la différence entre une asymétrie positionnelle, je suis né comme ça, et une asymétrie de mobilité. Je m'adapte comme ça, et donc c'est des micro-mouvements anormaux qui sont, malgré tout, traumatiques. Donc, quand vous allez avoir un souci au niveau du genou, vous allez savoir que vous allez potentiellement surcharger la hanche, le bassin. Qui dit la hanche dit le rachis lombaire. C'est que, comme je le répète énormément de fois, le bas du dos, c'est déjà la hanche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les lombaires, c'est pas le dos, c'est le carré des lombes. Et le carré des lombes, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Et c'est un fléchisseur de hanche. Donc le bas du dos, c'est pas le dos, c'est la hanche déjà. Et donc, vous allez avoir vraiment un recrutement. Si les abducteurs ne vont pas, donc les abducteurs, c'est ceux qui font que je mets mes jambes vers l'extérieur, et mes adducteurs ne vont pas aller non plus. Vous allez avoir un recrutement inadéquat des adducteurs. Donc, vous allez avoir, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un souci au niveau de genou, et qu'il est désaligné, pour X ou Y raison, peu importe le type de déséquilibre, vous allez le payer dans la hanche et dans le pied. Et si vous avez un souci de genou, je ne vais pas vous refaire une vidéo complète sur le genou, c'est inutile, elle est complète celle que je vous ai faite. Je vous invite à la regarder avec celle sur la hanche que je vous ai faite, celle sur le verrouillage pubien et celle sur le fessier, d'accord, de les cumuler, parce qu'elles sont complémentaires, toutes celles-ci. Et bien sûr, celle sur le psoas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il va falloir aider le genou à se réaligner de manière neutre, à ne plus être en valgus, en rotation interne, vous comprenez? Et le psoas, c'est ce qu'il va faire. Le psoas, quand il va surcharger, il va mettre la hanche en rotation interne. Et il va nouer les genoux vers l'intérieur. Donc si vous bossez le psoas, vous bossez le quadri. Si vous bossez le quadri, vous bossez les adducteurs s'il faut. Et surtout, vous bossez les ischio-jambiers s'il faut. Vous voyez, c'est que vous avez ces phénomènes d'inhibition réciproque. Vous comprenez? C'est que quand un muscle fonctionne trop, il va surcharger. Il va surcharger. Et donc il va s'inhiber, c'est-à-dire il va se déconnecter de mon cerveau. Mais il est inhibé comment? Il est inhibé hypertonique, il est inhibé hypotonique. Il marche trop, il marche pas assez. Et donc le meilleur moyen de relâcher un muscle, je vous l'ai dit, c'est de l'activer. Mais pour que je puisse l'activer, faut-il que je récupère déjà la bonne commande motrice pour que je le contracte à ce moment-ci. Il faut la sensation du mouvement pour pouvoir travailler le muscle. Donc avant de travailler en force et de mettre les gens, de les faire travailler debout sur les machines, etc., et leur faire des squats, il faut déjà s'assurer qu'ils ont un bon contrôle postural. Et donc quand on parle de genou qui doit rester aligné, on parle de contrôle postural, il faut qu'ils sachent placer leur dos dans l'espace
et qui gardent cette position neutre au niveau du bassin, au niveau de la lordose lombaire, et qu'ils soient le plus alignés possible, le plus neutre possible, ni trop ni pas assez, au niveau de la cambrure lombaire, au niveau de la lordose lombaire, etc., qui gardent l'alignement, dans n'importe quelle position, au sol, assis, debout, etc. Il faut l'intégrer dans le cerveau, vous comprenez, il faut faire de l'ancrage cortical. Donc, les muscles qu'on va cibler pour aider ce genou, ça va être les muscles qui sont antivalgisants, ça va être le moyen fessier, l'ischio-jambier et le tibial postérieur. Et je vous l'ai dit, donc c'est les abducteurs qui font que je mets ma jambe en flexion latérale. Vous comprenez que le fessier, son rôle, c'est de mettre la jambe en arrière, mais c'est aussi de la mettre en flexion latérale. Mais le souci, c'est que si les adducteurs, il va falloir les travailler quand même, en fait, pour remettre de la coactivation. Donc en vrai, peu importe le muscle qui prédomine, moi j'ai tendance à travailler tout à peu de choses près, à part les massages ou les étirements qu'on va plus cibler. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui prédomine, on va travailler le couple de force entier. Vous comprenez? Prédominance, ça veut dire qu'on a un muscle qui travaille trop par rapport au muscle avec lequel il travaille. Vous voyez, j'ai mon quadriceps, j'ai mon ischio-jambier. Donc c'est lequel qui est trop fort par rapport à l'autre. Est-ce que c'est le quadriceps qui est prédominant? Donc c'est souvent le cas. Mais il arrive plus rarement que ce soit l'ischio-jambier qui soit prédominant, qui soit trop fort. Donc il faut être équilibré. Ni trop fort devant, ni trop fort derrière. Il faut que ça se coactive. Vous comprenez, vous avez vraiment cette coactivation biceps, triceps, psoas, fessier, quadriceps, ischio-jambier, etc. Vous êtes sur des couples de force. Agoniste le moteur, antagoniste le frein. L'antagoniste programme le mouvement global du couple de force. Il n'assure pas que la rétroaction. Muscle antigravitaire, c'est l'antagoniste. Règle d'innervation réciproque de Sherrington, quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. Et donc, vous allez vous douter que pour relâcher l'antagoniste, il va falloir le fatiguer. Donc c'est pour ça que sur les antagonistes, comme les ischio-jambiers, moi je préconise tout ce qui est contracté relâché. Bon, pas que, je peux en faire pour ce que je veux, un psoas, un sacroiliaque, ce que l'on veut, hein, le contracté relâché. Mais je vais avoir tendance à plus fatiguer les muscles par contracté relâché pour casser les raideurs pathologiques. Voilà. Et pour les aider à se relâcher sur lui-même. D'accord? Donc vous comprenez, où j'ai un muscle qui fonctionne trop, principal qui fonctionne trop, donc c'est une prédominance, il prédomine, vous comprenez, il marche trop, ou je vais avoir une dominance des synergistes. Je vais avoir un muscle principal qui n'est pas disponible dans la carte mentale de mon cerveau. Vous imaginez que vous avez un homunculus dans le cerveau, donc c'est pas l'homunculus de Fullmetal Alchemist Brotherhood des amis, mais il y a vraiment une représentation, une carte mentale de ma main, mon pied, mon muscle, il est là, mon biceps, ma jambe, elle est là. Le cerveau a une carte mentale où il sent ses membres. Et le souci, c'est que quand il y a une douleur qui a mis en place une stratégie d'évitement de la douleur, et ben cette stratégie a développé un nouveau schéma moteur qui n'est pas le bon, où des muscles compensent à la place d'autres qui ne sont plus disponibles parce qu'ils sont absents de ma visualisation et de ma sensation. J'ai perdu la connexion. Donc il y a des membres qui ne sont plus perçus correctement. Donc vous comprenez que vous êtes sur un truc où ça marche trop, où ça marche pas, et donc ça compense ailleurs. Vous comprenez? Où ça prédomine, et où ça marche pas, et ça domine ailleurs, au niveau de la synergie. Ou c'est des muscles qui s'empêchent de fonctionner l'un l'autre, ou de manière proximale, ou de manière distale. C'est-à-dire, vous avez un muscle, s'il est déconnecté, il peut empêcher un muscle qui, on pourrait penser, n'a rien à voir. Et vu qu'il y a des interactions musculaires et des interactions articulaires à distance, eh ben je vais le payer. Si un muscle ne fonctionne pas, à distance, il peut empêcher un autre muscle de s'activer. Et donc, il va falloir remettre de l'équilibre dans tout ça. Et ça s'appelle de l'inhibition réciproque. Ça veut dire que lui, il est inhibé, il est déconnecté de mon cerveau, et du coup, il fait travailler un autre muscle qui finit par s'inhiber à son tour. Et après, ils s'auto-freinent les uns les autres. Donc c'est pour ça que même quand on va parler de valgus dynamique, de genou, même si à première vue, les kinés ne conseilleraient pas, ils conseilleraient de travailler le fessier, etc., ils ne conseilleraient pas nécessairement de travailler l'adducteur, et ben moi je vais vous dire, je vais travailler les adducteurs et les abducteurs en même temps, pour refaire de la coactivation. D'accord? Donc je vous invite à regarder
pour stabiliser un maximum. C'est que les adducteurs, leur rôle, c'est de stabiliser la hanche. D'accord? Et du coup, les adducteurs, s'ils sont stressés, ils vont surcharger le quadriceps, qui est un fléchisseur de hanche, hein, le droit postérieur, le droit antérieur, et le droit fémoral. Et du coup, ce droit antérieur va surcharger le psoas, qui lui va empêcher le fessier de s'activer, si tu veux, parce qu'il va trop s'engager. Et le fessier va lui-même peut mettre trop de pression dans le ventre et au niveau des obliques, et les obliques sont connectés aux adducteurs en chaîne croisée qui se fixent sur le pubis pour que le bassin ne bouge pas quand je marche. Et donc ça va l'empêcher de se stabiliser. Donc dans tous les cas, il va falloir travailler vos adducteurs pour stabiliser votre bassin. Il va falloir travailler vos abducteurs, donc le moyen fessier, etc., pour stabiliser le bassin aussi, en position neutre. Les abdominaux, leur rôle, c'est de ramener le bassin en arrière, mais le fessier va stabiliser la hanche. Et donc le bassin, vous comprenez, le bassin, c'est le châssis, les hanches, c'est les suspensions. Toutes les courbes dépendent de l'angle du bassin. Plus je me cambre en bas, plus je m'enroule en haut, plus je m'enroule en haut, plus je me cambre en bas. La tête, elle part en avant. Si le bassin part trop en avant, en bas. Et donc, il va falloir ramener la tête en arrière, ramener le bassin en arrière, ouvrir la cage thoracique, remettre du mouvement dans la colonne. Mais on ne va pas pouvoir le faire si on ne travaille pas le membre inférieur. Donc au lieu de casser les couilles avec des semelles qui servent à rien, thermoformulées, thermoformées, qu'on s'en fout en fait, ça ne va jamais résoudre quoi que ce soit. Quand il y a une technopathie de marche, on va déjà remettre la personne super stable au sol, après en quadrupédie, après assis, après debout, et après la dernière étape d'une réadaptation, c'est la reprise de course juste et corrigée. Donc, je vous ai fait une vidéo complète sur exercice pour le pied, c'est vraiment les toutes dernières étapes. Mais mon pied ne va pas rebondir et je vais toujours avoir un pied qui va taper contre le talon si je ne me suis pas occupé de stabiliser ma hanche à l'aide de mon genou si nécessaire. Et stabiliser ma hanche à la fin. Vous comprenez? Je vais d'abord remettre de la contraction quadri-ischio, adducteur, abducteur. Après, une fois que j'ai repris un peu de commande, je vais un peu moins surcharger le ventre parce que c'est le ventre en fait qui va. C'est le centre de l'équilibre humain au niveau du nombril. Et donc c'est là que la pression s'accumule, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a mal dans le bas du dos, hein, dans le bas du dos, parce qu'il y a, s'il y a un souci au niveau de gestion de pression au niveau du ventre, et toute la gravité va se canaliser au niveau de ce ventre qui va répartir après les charges, eh ben, je vais avoir de la pression discale dans mon dos, parce que mon ventre appuie trop sur ma colonne derrière. Il y a trop de pression, vous comprenez? C'est un problème de pression, hein, la douleur, hein, et de gestion de pression, et de charge de compression. Et du coup, comme je vous dis, il va falloir être méthodique. Il va falloir travailler votre quadri, votre ischio, puis les adducteurs, les abducteurs. Continuez à les bosser, ouais, faire de l'ancrage cortical. Donc vous comptez 1 mois et demi, 2 mois pour avoir une amélioration au niveau. Intégrer une commande motrice, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Pour que ça soit vraiment visible à l'œil nu, 3 mois. Et donc on compte 2-3 minutes par jour d'un mouvement spécifique pour reprendre cette commande motrice quand il y a une amnésie musculaire, c'est-à-dire une inhibition motrice. D'accord? Et donc les adducteurs, les abducteurs. D'accord? Donc les adducteurs, souvent ils sont hyper réactifs, ils sont rétractés, comme les ischio-jambiers. C'est pour ça que les ischio-jambiers, on va les travailler en contracté-relâché, et les adducteurs en contracté-relâché. Alors que le fessier ou le quadri, on va essayer de le ressentir d'abord en contraction flash. Donc ça, c'est moi qui le fais comme ça. C'est pas un standard, d'accord? Et donc voilà, vous comprenez que le fessier, comme je vous l'ai dit, fait de l'abduction, alors que les adducteurs font de l'adduction. Donc ça va aider, il va falloir le travailler pour stabiliser le genou et pour que mon genou ne rentre pas et que mon pied ne s'affaisse plus. Et que du coup, ça ne me fasse pas comme une fausse jambe courte, une bascule du bassin sur ma radio, parce que la radio, on s'en fout de toute façon. Il n'y a pas de cartilage il n'y a pas de nerf dans le cartilage n'est pas innervé. Et donc il est insensible à la pression. Techniquement, il ne peut pas être douloureux. C'est l'inflammation qui fait mal, c'est pas l'arthrose en elle-même. C'est l'inflammation que ça génère. Et donc pour rendre je vous ferai une vidéo que pour le cartilage, de toute façon, de régénération nerf-cartilage. J'essaierai un peu de vous donner des règles. Mais voilà. Donc le but, ça va être comme toujours, de stabiliser la hanche, le pelvis et le rachis lombaire. C'est-à-dire le complexe lombo-pelvi-fémoral. Je vous rappelle que quand je lève mon pied ou ma main, le premier muscle qui se contracte, c'est mon ventre, c'est mon transverse. Et donc s'il y a un retard, je vais le payer. Parce que la vitesse de contraction du muscle change sa force. Donc je vous ai dit,
souvent il y a une inhibition au niveau du quadriceps. Donc s'il y a un retard, et il y a souvent un retard, je vais le payer dans la mobilité globale, dans ma posture de manière globale. Je vais surcharger mes hanches, mon bassin et donc le bas de mon dos, et ça va monter l'épaule, le cou et compagnie. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Donc je vous ai préparé quelques exercices, certains qu'on a déjà vus, que vous pouvez adapter à votre condition, il n'y a pas de souci, et je vais vous en montrer quelques-uns. Donc le premier, comme je vous ai dit, ça va être le contracté ischio-jambier, que je vous ai montré dans la dernière vidéo que je vous ai faite sur le genou. Donc le contracté relâché, c'est pour relâcher les tensions, faire comme un effet de pompe. Donc on va contracter entre 3 et 5 secondes. Idéalement, vous faites entre 10 et 20 secondes de pause entre chaque contraction, et vous le faites par exemple entre 5 et 6 fois. Et vous mettez 50% de force par exemple. Le but, c'est pas d'appuyer comme des sourds. Vous pouvez sentir cette sensation du mouvement. Le but, c'est pas trop de... Le but, c'est vraiment de reprendre cette sensation du mouvement. Faire appel à votre cerveau. Donc le premier, je vous l'avais déjà montré, c'est le contracté relâché au niveau de l'ischio-jambier. Donc faites toujours les deux membres. Hein. Même si c'est que le genou droit où vous avez mal, vous travaillez le genou gauche de la même manière que le genou droit. Parce que le cerveau, je vous l'ai dit, va toujours chercher le meilleur schéma moteur. Il va faire hémisphère gauche, hémisphère droit. Il va faire intervenir les neurones miroirs qui vont faire hémisphère gauche, hémisphère droit. Ah, ce schéma moteur marche mieux de ce côté. Comment je peux faire pour intégrer de l'autre côté? Et je vous ai dit, travailler une jambe saine, ça va empêcher le déficit musculaire et proprioceptif d'une jambe qui ne serait plus disponible momentanément, suite à une opération par exemple. Ça va faire travailler mon cerveau, et mon cerveau va activer mon muscle. Vous comprenez, c'est un souci d'activation musculaire. Mais pour que je puisse activer mon muscle, faut-il que j'arrive à le mobiliser consciemment. Une contraction volontaire. Et le souci, c'est que la douleur, c'est la peau qui module ce message de douleur. Et cette contraction musculaire est aussi la contraction musculaire inconsciente. C'est que vous voyez, la peau, elle va faire intervenir le neurone WDR, donc le Wide Dynamic Range, le neurone à un large plage dynamique, donc c'est le neurone de la douleur mais aussi de la démangeaison. Donc les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison, et ce neurone, il est capable de parler à la moelle épinière et de répondre avec la moelle épinière sans qu'on ait besoin de retour de commande motrice, donc consciente, ni de retour d'information. Ça veut dire qu'il y a déjà une communication interne peau-moelle épinière, peau-moelle épinière. Par exemple, je suis comme ça, je marche, imagine que je marche sur un clou, et il faut que je puisse agir vite avant que mon cerveau n'en ait conscience, parce que la logique, elle est potentiellement trop longue et donc trop dangereuse. Donc c'est une histoire de temps, vous comprenez, et d'analyse. Et donc la peau a une préanalyse, et elle parle avec la moelle épinière qui va répondre tout de suite. Donc on va dire que la moelle épinière, c'est déjà c'est le système nerveux au niveau périphérique, mais on va dire que la peau, c'est un cerveau. La peau, c'est un cerveau et qu'elle préanalyse de toute façon. Et donc, je vous dis ça parce que quand vous allez faire vos exercices physiques, même des contractés relâchés, bah vous allez agir sur la motilité de la peau, le glissement de la peau. Parce que la peau focalise en superficie ce qui se passe en profondeur. Si les muscles ne fonctionnent pas dessous, vous allez voir que vous allez avoir la peau qui va changer de qualité dessus. Vous allez avoir moins de poils, elle va devenir plus fragile, plus blanche, elle va se dépigmenter. Et ça, c'est typique d'un souci au niveau neuromusculaire. Vous allez avoir moins de poils, tu vois, ce genre de truc, c'est pas anodin. Vous allez transpirer, votre peau va vous dire qu'est-ce qui va pas dessous. Ça va être chaud, ça va être froid, vous allez être sensible. Donc la peau, c'est pas anodin. Donc il faut pouvoir agir de manière à contourner, si tu veux, ce mécanisme de la peur, de j'ai mal donc je bouge pas. Et donc les contractés relâchés, ou comme les mouvements que je vais vous montrer, c'est des mouvements qui sont relativement lents, doux, parce qu'on ne veut pas réveiller des irritabilités articulaires et on veut reprendre la commande motrice. Vous comprenez? La douleur, c'est pas un problème de force, c'est un problème d'endurance. C'est un problème de faiblesse d'endurance. Une fois que je suis endurant, je peux récupérer ma force. Parce qu'une fois que je suis endurant, je peux faire face à l'instabilité. Alors que être fort, ça ne va pas me protéger des blessures. Ce qui va me protéger des blessures, c'est de pouvoir faire face à l'instabilité, comme un changement de direction brusque.
Vous voyez, je veux dire, dès que je vais changer dès que la gravité va changer, je vais m'adapter vite, je vais changer de direction, je vais varier mon mouvement, je vais pouvoir m'adapter mieux. Donc le but, c'est pas d'être le plus fort possible, c'est d'être le plus flexible possible. Et parce que le cerveau contrôle la longueur tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente. Donc au lieu de penser en termes de performance, etc., etc., moi je suis pas fan des machines technologiques, etc. C'est pour ça que j'ai pas de machine chez moi en fait. Hein. Pourtant j'en ai eu des machines chères. Hein. J'en ai eu des machines chères. J'ai eu le Theragun à 500 euros, je l'ai cassé. J'ai eu j'avais eu un ENMS, TENS ENMS, full neurologie, physio, rehab. Il valait 750 euros, au final je m'en sers jamais. J'ai eu un écho Doppler Butterfly pour voir au niveau du tendon quand je faisais quelques recherches au niveau du tendon du psoas, etc. Quand je faisais des recherches avant de publier, il valait 1200 ou 1400 euros. Et au final quand on parle de fonctionnalité, les vrais critères, c'est votre ressenti. C'est votre ressenti, l'amplitude, la palpation, et aussi le sens de l'équilibre, et surtout la stabilité, l'endurance. Ouais, donc quand je fais des tests orthopédiques, de toute façon, je vais vous sortir encore pas mal de vidéos, mais en fin de vidéo, je pense dans quelques mois, quand je ferai une petite pause, je vous ferai une vidéo test orthopédique, et ça va vous aider déjà à auto-analyser votre posture. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez. Ce serait bien qu'on arrive à 1000 abonnés, j'en ai 993. C'est pas beaucoup hein, par rapport au temps que je mets. Et donc abonnez-vous et partagez à ceux que ça intéresse. Qui ne comprennent pas que le problème de la douleur, ça n'a jamais été la douleur, mais le mouvement. Et que c'est un problème de mémoire. Mémoire du cerveau. Et mémoire musculaire. Il y a une plasticité musculaire, il y a une plasticité cérébrale, il y a une plasticité double. Et donc et même une plasticité du coup de tout le système. Vous comprenez que j'ai beau avoir toute la puissance de traitement de calcul, si j'ai pas la mémoire pour unifier le système, mon cerveau ne va pas répondre correctement. Et donc c'est un problème de mémoire. Donc premier exercice tout simple. Donc ça c'est des exercices basiques vraiment pour antivalgisants que j'ai un peu mis en place. Donc je vous conseille de faire votre contracté relâché au niveau de l'ischio. Donc voilà, vous vous mettez sur le ventre, posez votre tête tranquille. Donc ce pied-là, je le lève, je le croise, je mets ma jambe au-dessus, elle je la lève, et lui je le pousse vers le bas. Lui je le pousse vers le bas, et lui je le monte. Et je fais une résistance. Là je descends. Donc je fais 3 secondes, 1, 2, 3, et je relâche. Je fais une pause, par exemple 10 secondes, et je redémarre. Donc vous comprenez, lui il pousse, et lui il pousse vers le bas. Lui il monte vers le haut, lui il pousse vers le bas. Je fais une résistance. Le but c'est que ça tire mon ischio-jambier. 1, 2, 3 et je relâche. Ok ? Vous faites une pause, 10 secondes, vous redémarrez. Ça vous le faites par exemple 5-6 fois en bas, et puis vous montez. Vous montez un peu votre jambe, comme une horloge. Et vous faites la même chose. Elle pousse, elle monte. Et je fais une résistance. 1, 2, 3 et je relâche. Et ça je fais une pause, 10 secondes, 5-6 fois. Et je change de jambe. Donc elle je la mets là, elle je la mets là. Donc elle monte, elle pousse vers le bas. Et je résiste. 1, 2, 3 et je relâche. 10 secondes, je fais une pause. Et je fais la même chose ici. Ok ? Donc elle monte, elle pousse vers le bas. Et je résiste. 1, 2, 3 et je relâche. Je fais une pause 10 secondes. Et donc ça risque de faire des raideurs aux ischios, mais c'est bon signe. C'est-à-dire qu'ils sont trop raides et trop faibles. D'accord ? C'est possible d'avoir les deux. Tout à fait. D'accord ? Donc ça c'est pour un peu réveiller vos ischio-jambiers, les détracter si nécessaire, et les relâcher et les renforcer en même temps. Vous comprenez ? On les renforce et on le relâche en même temps. Parce que la qualité de la contraction du muscle va impacter directement la qualité et son potentiel de relâchement. Vous comprenez ? Le muscle, il n'a que 4 états. Contracté, relâché, tiré, raccourci. Il ne peut pas être les deux en même temps. Quand il y a un point trigger et donc un déséquilibre musculaire, il est les deux en même temps. Il n'est ni totalement contracté, sinon il pourrait relâcher sur lui-même, totalement, il a un effet rebond, mais il n'est ni totalement relâché, sinon il ferait pas mal. Il est entre les deux, parce qu'on est sur un potentiel d'action qui est piégé. On est sur des réflexes
une perte de contrôle statique et dynamique dans le couple de force, au niveau de ses réflexes tendineux et proprioceptifs qui sont exagérés. C'est ça la douleur chronique, vous comprenez? C'est une hyper-réflexion. Ouais. D'accord. Donc, si je me suis occupé de mes ischios, je m'occupe de mes contractés relâchés, de mes quadris. Donc, je vous l'ai dit. Je fais par exemple 30 fois 1, 2, je fais une petite pause, hop, et je contracte. Que le gauche, 2, et je contracte. Que mon quadri, boum. Vous le regardez, qui se lève bien, n'hésitez pas même à le toucher. Est-ce que c'est lui qui se lève? Boum, c'est bon. Donc le pied va avoir tendance à se lever. Empêchez-le de se lever. Hop, faites une pause, hop, vous faites une pause, hop, faites une pause, hop. Pour un peu reprendre cette commande. 30 fois. Si vous voyez que c'est OK, 60 fois, 90 fois, 100 fois. Prenez le temps, progressez à votre rythme. Vous changez de jambe. Hop, contraction flash. Hop, contraction flash. Hop, contraction flash. Hop, contraction flash. On augmente 30 fois, 60 fois, 90 fois. 2-3 minutes, ça suffit hein, par membre, vous comprenez au niveau de la commande. Les deux en même temps. Hop, une pause. Hop, faites une pause. Hop, faites une pause. Si vraiment, dans la dernière vidéo que je vous ai fait, je vous parlais d'apprentissage par association. Sur les plantes, je vous disais le cerveau fait des associations de stimuli. Et qu'il va apprendre plus si je mets un stimuli en même temps que je fais une commande motrice. Parce qu'il fait de l'association au niveau de son expérience. Ça peut être une huile essentielle en odeur dans une pièce. Ça va aider de l'ancrage cortical. Ça peut être un son. Et donc, quand vous travaillez, et ça c'est un conseil que je donne à tous les kinés et à toutes les personnes. Quand vous avez une tendinite vraie, ou que vous cherchez à reprendre une commande motrice, vous comprenez, là on cherche à combattre l'inhibition motrice. C'est-à-dire que le muscle il est anesthésié, il est amnésique. Voilà, c'est plus le mot. Il est plus là. Mon cerveau a perdu le chemin. Donc il faut l'aider à retrouver ce chemin. Vous pouvez par exemple mettre un métronome ou un tempo et ne plus faire la contraction. Moi, je choisis le moment où je contracte mon muscle, mais mettre un tempo. Un métronome. Et par exemple, tous les deux ou tous les trois, hop, vous contractez. Et le fait de mettre son attention ailleurs, je vais sélectionner les signaux que mon cerveau reçoit autrement. Et donc, il va répondre autrement. Il va répondre plus dans le moment présent. Et je vous ai dit que la douleur, c'est un problème de mémoire. Et donc, on a un souci de spatialisation et de déplacement. Et si on parle d'espace, on parle de temps. Et donc, ça va aider cet ancrage cortical, de mettre un tempo en même temps que vous récupérez une commande motrice. D'accord. Donc ça, c'est très très intéressant. Ces petits trucs bêtes hein, qui font toute la différence. D'accord, les amis. Donc, hop, vous bossez vos quadriceps. Hop, tout le monde a compris. Et les deux en même temps. Pareil. 30 fois, si vous voyez que c'est OK. 60 fois, vous faites des pauses. Hop, 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 hop. 90 fois, 100 fois. Et ça suffit. Hop. Donc maintenant, vos adducteurs. Contractés, relâchés. Vous le mettez d'abord au bout, au niveau des longs adducteurs. Vous mettez, et vous pareil. Hop, et là, vous faites de l'adduction. Vous serrez vos jambes. Vous faites 3 ou 5 secondes, vous faites une pause. Donc je serre, hop, je mets un tout petit peu de force. 1, 2, 3, et vous relâchez. Si ça tremble, c'est qu'il y a faiblesse. Vous faites une pause, 10 secondes, et vous resserrez. 1, 2, 3, et vous relâchez. Le but, c'est juste la commande. 3-5 secondes, 50% de force, 3-5 fois, 10 secondes de pause entre chaque mouvement. 5-6 fois, hop, ok, ça va vous aider au niveau de l'adduction. Pour les détracter, les relâcher sur lui-même. D'accord? Vous comprenez que le contracté relâché, ça va être bon pour les points-triggers, pour les spasmes, pour les tendinites, etc. C'est les premiers exercices qu'on devrait donner en réadaptation, parce que vous êtes sur des contractions sans mouvement, des contractions isométriques qui sont antalgiques par essence. Et comme elles sont antalgiques, et ben en même temps elles vont remettre du sang, elles vont remettre cette commande motrice. Elle est simple, vous comprenez, le fait qu'il n'y a pas un mouvement dynamique que je dois coordonner, et ben c'est plus simple pour mon cerveau de retrouver cette commande. Donc tant que ma contraction sans mouvement isométrique, elle n'est pas ultra réactive, qu'elle ne va pas assez vite, assez fort, bah tu te doutes que debout je vais me casser la gueule, donc ça ne sert à rien de me faire des squats ou du bird dog à la con. Parce que je n'ai même pas les prérequis. Pensez à être mobile avant d'être fort. Donc, je le mets au niveau de mes cours adducteurs et je serre, pareil. 1, 2, 3 et je relâche. Je fais une pause, 10 secondes et je redémarre. 1, 2, 3 et je relâche. 10 secondes, je fais une pause et je redémarre. 3-5 secondes, 5-6 séries, entre 10 et 30 secondes de pause à chaque fois. 50% de la force. D'accord? Le but, c'est pas vraiment de fatiguer le muscle, c'est plus de le reprendre la commande. D'accord? Plus il va aller vite,
plus sa force va changer, et plus elle sera physiologique, et en capacité, donc plus le gain sera de base, ça s'appelle un gain. C'est qu'il y a un fuseau neuromusculaire, et on dit que c'est un gain de base. Quand il y a une douleur, c'est plus le gain de base au niveau de ce fuseau neuromusculaire. Et le fuseau neuromusculaire, il est régi, comme toujours, par des neurones du mouvement qu'on appelle les motoneurones. Et donc, vous êtes sur une boucle neuromusculaire. Les motoneurones alpha, qui vont faire l'activation musculaire, et le motoneurone gamma. Et il y a une synchronisation, en fait, entre ces motoneurones. Et le souci, c'est ça. C'est que quand le tendon il est tendu, le motoneurone alpha, il passe plus. Et donc, je ne peux plus activer mon muscle consciemment. Vous comprenez? Le tendon il a une gaine, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Quand il y a le muscle est contracté, le tendon sort de sa gaine, et là, l'activation musculaire, vous ne l'avez plus. Et ça, c'est la douleur. Suractivité musculaire, le sang il diminue, diminution du débit sanguin, accumulation de métabolites acides égale douleur. Donc c'est un souci de pH au niveau du sang. C'est toujours un problème de sang et d'oxygène. Donc, vous travaillez comme ça votre verrouillage pubien, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous travaillez votre fessier. Donc là, c'était les adducteurs, donc maintenant les abducteurs. Je prends ma jambe, je la plie, hop, et là, je la lève. Et là, je travaille mon fessier. 1, 2, je fais une pause. 1, 2, je fais une pause. 1, 2, je fais une pause, et je plie ma jambe. Et je redémarre. Et là, vous pouvez aller jusqu'à l'échec, en réalité. 1, 2, je fais une pause. 1, 2, je fais une pause. Et vous changez de jambe. Hop, et vous changez de jambe. Quand ça devient trop facile, bah, vous pouvez aller, si vous avez un bon contrôle postural, vous pouvez aller sur du clamshell, tu sais, pas lourde, comme ça, voilà, comme ça. Mais vous pouvez aussi mettre un élastique. Vous pouvez mettre un élastique et faire du clamshell comme ça. Mais si seulement vous n'avez pas de restriction et si vous progressez, vous comprenez, c'est une histoire de progression. Donc il vaut mieux penser à mieux faire que beaucoup faire en réadaptation. Il vaut mieux faire bien un peu tous les jours que beaucoup mal tous les jours ou beaucoup mal 2 fois ou 3 fois par semaine. La clé, c'est la répétition. 1, 2, je fais une pause. 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 Hop, je plie ma jambe, je fais une pause et je redémarre jusqu'à l'échec. Et là, je travaille mes abducteurs, le fait d'écarter mes jambes. Vous comprenez? Adducteur, adduction, je rapproche mes jambes. Et donc, ça va aider à stabiliser mon bassin, ma capacité à rapprocher mes jambes de manière physiologique, hein, j'entends, parce que vous avez une synergie entre les jambes et le ventre. Je vous ai dit, vous avez les adducteurs et les obliques. Chaîne croisée qui se fixe sur le pubis pour que le bassin ne bouge pas quand je marche. Donc, je vous ai fait une vidéo, le verrouillage pubien, et vous allez comprendre un peu plus ça, plus encore avec la vidéo que je vous ai faite sur la chaîne en spirale au niveau musculaire. Donc, là, vous travaillez vos fessiers. Une fois que ça, c'est bon, que vous avez ces bases-là, le but de tout ça, c'est de pouvoir repartir en pont fessier. Donc, vous savez que le gainage, c'est la pierre angulaire de la réadaptation. Et parce que c'est là que vous allez stabiliser le corps, et donc vous allez pouvoir travailler. Tant que vous n'êtes pas stable, vous n'allez pas fonctionner en fait. Donc le gainage, c'est indispensable. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le gainage, je ne vais pas répéter, mais vous allez bosser les deux, les adducteurs et les abducteurs, en même temps que votre gainage pour remettre cette synergie jambe-ventre. Donc là, vous prenez votre ballon, vous mettez comme ça, vous inspirez périnée transverse, vous maintenez, vous soulevez le bassin tout en serrant les adducteurs. 1, 2, et vous faites 3 secondes. Vous faites une pause, 3 secondes, hop, et vous le levez plus que ça, vous mettez vraiment en position neutre en serrant le ballon entre vos jambes. Et là, vous allez vraiment stabiliser le bassin, stabiliser le bas du dos. Donc, comme ça, vous bossez votre verrouillage pubien et en même temps, votre bas du dos, ça va aider à stabiliser le tronc. Donc c'est très important ça, c'est très très important ce que je vous dis. Et pareil, vous faites 5 secondes 10 fois par exemple. 5 secondes 10 fois, vous voyez que c'est ok, 20 secondes 10 fois, 20 secondes, pardon, 5 secondes 5 fois, vous voyez que c'est ok, 20 secondes 5 fois, 30 secondes 5 fois, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle sur les temps en réalité. En réalité, l'important c'est de trouver la bonne dose qui vous va, celle que vous pouvez apprendre, celle qui va stresser suffisamment de corps pour se réadapter, mais pas trop parce qu'il n'a plus l'habitude. Donc il faut doser la charge, doser la contrainte pour faire des ponts par l'expérience. D'accord. Donc si vous bossez les adducteurs, vous commencez à comprendre, vous bossez les abducteurs. Donc vous prenez un petit élastique comme ça, vous le mettez au niveau de vos genoux. Donc vous pouvez le mettre ici au niveau de vos genoux pour les empêcher pour travailler la résistance en abduction, pour les empêcher de rentrer en fait. Le fait de mettre une résistance, ça va les stabiliser, hein.
Ça va les aider à rester alignés. Et pareil, vous inspirez, périnée transverse, vous maintenez. Et tu vois, le fait qu'ils sont comme ça, quand je vais lever mon bassin, ça va les empêcher de se barrer. Ça va les stabiliser. Et je me lève. Périnée transverse, je maintiens. Et là, je fais mon gainage. Tout en maintenant comme ça cette tension au niveau des abducteurs. Ça va m'aider à stabiliser mon bassin. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez stabiliser votre bassin en abduction, stabiliser votre bassin en abduction. Parce qu'on va stabiliser l'ensemble de la mobilité globale. Vous comprenez? Une fois que ça, c'est bon, que vous voyez, ça y est, dans 2-3 mois, hop, tout, j'ai progressé de fou, je peux travailler debout. Une fois que vous pouvez travailler debout, vous faites la même chose, je vous ai dit, mais vous le mettez ici, votre élastique. Vous voyez, mes genoux, ils rentrent vers l'intérieur, comme ça. Là, je mets mon élastique au niveau de mes genoux, vraiment au niveau de la rotule. Hein. Et vous faites votre squat. Et vous faites votre squat, et en même temps que vous faites votre squat, vous laissez l'élastique. Ça va travailler encore plus, ça va aider justement à combattre ce valgus. Donc là, je vous ai donné des exercices anti-valgisants qui sont très intéressants et j'espère qu'ils vont beaucoup vous aider. Donc je vous ferai une prochaine vidéo théorie qui sera sur la régénération du cartilage. Donc je vous conseillerais quelques compléments pour la régénération des nerfs et du cartilage. D'accord? Donc je vous fais beaucoup de bisous les amis. Je vous remercie. Je vous dis à plus tard et je vous dis beaucoup de courage. À bientôt. Bons exercices les amis.